Le problème, je pense, c'est la caméra qui est. Pourquoi? Je suis pas dessus. Ah oui, mais tu risquais de faire loin à tout le monde Ouais, bah oui, je sais. avec ton charisme. Ok, ça bouge chez vous et ça bouge chez nous. Ok, parfait. Bonjour. Je sais pas, Antoine ou Nico, vous voulez introduire peut-être? Allez, une petite intro rapide. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui dans notre local. On ne le voit pas. Ah. On ne le voit pas. Ah, le micro, on voit pas. C'est pas dans le partage d'écran. Ah, puisque c'est pas grave, quand on entend à la limite. Il faut que ce soit la caméra de France. Voilà, ça y est, c'est bon. On le voit. C'est bon, tu peux y aller. Donc, je reprends. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre local du Parti de Gauche. Nous sommes ravis déjà de vous accueillir pour cette première formation qui s'inscrit dans le cadre d'un cycle dédié sur les enjeux locaux et municipaux. Donc, le Parti de Gauche a toujours eu pour vocation d'être un parti creusé, ouvert et pleinement engagé dans le processus de la révolution citoyenne. La création de notre mouvement, la France Insoumise, est une des démonstrations de notre volonté d'être moteur dans la lutte, ayant pour horizon une république éco-socialiste. Pour cela, l'émancipation militante est un objectif essentiel, qui ne peut se faire sans éducation populaire et sans formation. Comprendre et avoir conscience des enjeux, pouvoir analyser et produire un raisonnement politique cohérent et précis, Rapproche-toi du micro. Très bien. voilà ce que nous devons rendre accessible. La vocation du Parti de Gauche nécessite une organisation, nous l'avons, mais aussi des finances permettant la réalisation de ce genre d'événements, de réunions publiques, la mise en place de matériel, par exemple le 4 pages que nous avons pu faire suite à notre campagne sur les hold de 250 milliards sur les collectivités depuis 2012, la mise en place de nos revues d'intérêt général, dont le dernier est sorti il n'y a pas longtemps. C'est pourquoi, déjà, si vous voulez soutenir notre travail et participer à sa continuité, vous pouvez, bien sûr, adhérer à Parti de Gauche, ce qui est possible via un papier qu'on a ramené et aussi sur notre site internet. Mais aussi, ce qui est possible, c'est de faire des dons fléchés liés à notre comité départemental sur les mêmes modalités, c'est-à-dire nous avons une feuille que nous avons imprimée dédiée à ça, et c'est aussi faisable sur notre site internet du Parti de Gauche. Donc, merci encore. Je vais laisser la parole à Antoine Bertrand, notre co-secrétaire national. Et j'espère que cette formation vous plaira. Merci à vous. Merci Nicolas. Juste un petit mot avant qu'on commence parce que on est déjà un peu en retard sur le planning, pardon, pour ceux qui nous écoutent de loin. Mais on a le quart d'heure montpelliérain, vous aussi vous avez vos quarts d'heure pour ceux qui arrivent d'ailleurs. Juste voilà, c'est le premier cycle de formation qu'on lance sur des thématiques locales parce que le calendrier électoral est chargé et la volonté du Parti de Gauche c'est aussi d'être actif d'être impliqué dans les moments où on n'est pas en élection. Et c'était le but de rentrer dans les questions municipales, non pas par des questions d'individualité, mais par des questions de formation. Et c'est le rôle du Parti de Gauche de former, de réfléchir et comme a dit Nicolas, d'être un parti creusé. Donc on est aussi, c'est pas une formation qui est uniquement à vocation des adhérents du Parti de Gauche, mais c'est une formation large et qui peut donner idée à réfléchir pour ce qu'on peut faire à la suite. Alors j'ai fait tourner une petite fiche d'inscription. Voilà, si vous voulez suivre les autres cycles qu'il va y avoir, parce qu'on a un calendrier avec d'autres thématiques, vous pouvez vous inscrire. Et l'idée c'est que à la fin de cette réunion, si vous avez envie de poursuivre sur les thématiques de finance, commencer à réfléchir plus concrètement à ce qu'on pourrait faire pour avoir des finances éco-socialistes et insoumises, on va créer une petite boucle, Telegram ou autre, de la manière qui vous conviendra le mieux. Et ceux qui veulent s'y inscriront et puis on continuera le travail un petit peu comme ça.
Donc ce soir, on accueille Franck, qui est adjoint à la mairie de Grabel, qui est adjoint aux finances et qui a une expérience concrète de comment on gère des finances dans une ville, dans un contexte local et national assez compliqué, qui est un contexte d'austérité et puis, comme on l'a vu, de chute des finances publiques locales, et c'est-à-dire comment on ne cède pas à l'immobilisme, mais comment on arrive à construire quelque chose d'ambitieux avec les finances qui sont les nôtres. Donc Franck va nous expliquer un peu tout ça. C'est un débat ouvert, donc ceux qui sont en ligne aussi, n'hésitez pas à poser des questions à Franck et on essaiera de suivre ça et de répondre. Voilà, n'hésitez pas et puis on laisse la parole à Franck. Donc merci à toutes et tous, à ceux qui sont présents déjà, de s'être déplacés à Montpellier sous la pluie. C'est tellement rare qu'on l'a pris avec grand bonheur. Ça c'est ma deuxième casquette parce que Antoine vient de me présenter comme adjoint aux finances de la commune de Grabel. Donc je rappelle, Grabel est dans une ville du Tour de Montpellier, donc de la métropole de Montpellier, dans une circonscription insoumise et a la particularité d'être une mairie dirigée par une équipe fortement insoumise, puisque le maire est adhérent du Parti de gauche depuis sa création, René Revol, adhérent depuis la fondation du Parti de gauche. Et il y a juste à côté de moi mon assistant là-dedans, puisque du coup vous avez l'ancien adjoint aux finances, avant ce mandat, qui était également adjoint à René sur le précédent mandat, les précédents mandats. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, contrairement à ce qui vient de vous être annoncé, désolé, ça ne va pas être une formation, ça va plutôt être un retour d'expérience. Je préfère utiliser le terme de retour d'expérience parce qu'il y a des gens dont c'est le métier d'être formateur, et je pense à nos copains du réseau des élus insoumis et du formateur des collectivités, qui sont un centre de formation avec des gens qui forment dans des thématiques locales. Moi, je ne suis pas formateur de métier, je suis conseiller en insertion. Par contre, je suis militant. Et là-dedans, quand on est militant et qu'il y a des fonctions à prendre, à un moment donné, il faut savoir les prendre. Donc du coup, nous, en tant qu'élus, notre rôle, il est de décider. Il est d'orienter des politiques municipales, quand on est élu municipal. Je vais me concentrer, excusez-moi. C'est un super écho. Je vais me concentrer sur les budgets de communes. Pourquoi ? Parce que d'une collectivité à l'autre, on va avoir la même nomenclature comptable, mais nous, on n'est pas des comptables. On n'est pas des trésoriers d'assaut, on n'est pas des comptables publics, on est des élus. On est là pour décider des orientations. On n'est pas là pour l'exécution, faire le bon de commande, etc. Et voilà. On est là pour ordonner les dépenses. Vous allez voir, je vais en reparler tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'on est là pour ordonner les dépenses, mais on est aussi là pour construire cet ordonnancement des dépenses. Et donc, on est là pour construire le... Merci Antoine de couper cette double leçon. Et donc, du coup, on n'est pas là pour... on n'est pas là pour rentrer dans chacun des chapitres, etc. Donc, je ne vais pas vous présenter ça. Je vais vous présenter vraiment comment ça se construit. Pour certains qui vont être dans des majorités, ou qui sont dans des majorités, vous avez comme ça les grandes notions sur le budget. Et si certains seront élus prochainement dans des oppositions, vous aurez aussi des billes pour aller voir comment l'adjoint aux finances et le maire vont essayer de vous dire ce qu'ils veulent vous dire. Parce que notre rôle en tant qu'élu, c'est de faire passer des messages et d'orienter le budget dans le sens qu'on l'entend. Donc voilà, je vais juste essayer de reprendre la main pour passer sur le premier temps. Donc, rapidement, ça va se tourner en 4 temps. Le premier temps sur les grandes règles budgétaires. Si en ligne vous voyez, mettez un pouce levé, on serait content. Après, sur les principaux actes budgétaires, là-dessus on va aller vite, c'est sur du règlement. Et puis le but du jeu, ça va être d'échanger, que ça soit avant ou après. Après, c'est le gros du moment, ça va être la construction budgétaire. Comment on construit un budget, qu'est-ce qu'il y a dans un budget, où est-ce qu'on va... Ben voilà, certains ont déjà des notions, j'imagine. Et après, j'ai quand même prévu une petite slide sur le désengagement de l'État. Parce qu'il faut bien faire écho à notre campagne, il faut faire écho à notre campagne quand même du grand hold-up sur les collectivités territoriales. Tu ne l'as pas partagé à l'écran.
On le voit bien, on le voit sur le mur, mais un peu loin. Vous avez entendu sur sa tête, Oui, bon, Là, c'est mieux. Ah, ben voilà. Voilà. Et en plus, c'est en incrustation. Et en plus, je suis en incrustation. Waouh. Alors là, Ah oui, je le vois. Est-ce que niveau visibilité, juste c'est possible Ouais, de se mettre de l'autre côté? Je pourrais changer de côté. Je pourrais changer de côté, parfait. Donc voilà, l'idée, c'est quand même de parler de ce hold-up. Du coup, s'il y a quelqu'un qui veut faire l'assistance, je vais juste sur la feuille pour pouvoir aller à la slide suivante. Par contre, on a découpé. Donc les grandes règles. Donc les grandes règles, elles sont au nombre de. Il y a un petit bandeau là qui fait un bandeau. On voit. Donc tu peux essayer de le dire. Vers plus là-haut. Tu peux pas le basculer? Déjà, Juste, tu c'est peux le assez mettre mieux. tout en bas. Normalement. Masquer. Voilà. Donc les grandes règles, la première règle, c'est l'unité. Votre budget, il est unique. Il n'y en a qu'un dans la collectivité. C'est-à-dire, la deuxième règle, alors, hop, techniquement, ça va arriver. Allez, c'est la première que je fais. Hein, donc, du coup. Voilà. La deuxième, du coup, il y en a deux, c'est l'équilibre. Votre budget il doit être équilibré dans chacune de ces sections. Vous allez voir qu'il y a deux chapitres. Un chapitre de fonctionnement et un chapitre d'investissement. Un chapitre de fonctionnement pour les dépenses courantes de la collectivité et un chapitre d'investissement qui est le cœur de votre programme. C'est ce que vous avez proposé dans votre programme. C'est pas comment vous allez rémunérer les fonctionnaires de la collectivité. Non, c'est pas les indemnités que vous allez verser aux élus ou ça peut l'être ce que vous allez verser aux associations ou au CCAS. Ça peut être aussi un enjeu. C'est plutôt le cœur d'investissement, comment vous allez transformer votre commune, comment vous allez transformer votre collectivité. Désolé pour ceux qui pensent aussi que je vais parler des collectivités en général. Je vais me focaliser sur la commune parce que c'est la seule collectivité que je connais par cœur. Et c'est surtout une des rares collectivités où on a encore la chance d'avoir la main sur le budget. D'avoir la main sur le budget, ça veut dire qu'au conseil départemental, vous avez plus de 80% de votre budget, de vos recettes, qui sont fléchées sur des dépenses. Donc vous avez, à aucun moment, vous avez le choix de ce que vous allez faire de 80 à 90% en fonction des départements de votre budget. Majoritairement, c'est le versement du RSA, des aides à la petite enfance, des aides à l'APA pour les personnes âgées, la gestion du handicap, etc. Donc voilà. Donc, vos deux sections, la section d'investissement et la section de fonctionnement, doivent être équilibrées. Une autre règle, ça va être celle de l'universalité. Toutes les recettes doivent être dans votre budget prévisionnel. Toutes les recettes, mais également et surtout, j'ai envie de dire, bien vérifier toutes les dépenses. D'accord? Est-ce que ça marche avec le bip? Oui, merci. Et donc, à la fin du truc, on sera super à l'aise. Hein. Et donc, la dernière, une des autres règles, ça va être l'annualité. Vous allez couvrir les dépenses de toute l'année, pas d'une demi-année ou pas sur plusieurs années. Non, le budget prévisionnel, il est sur un an, du 1er janvier au 31 décembre. Et enfin, votre budget, il doit reprendre. Hop, les deux, elles vont être ensemble. Il doit reprendre les antériorités, c'est-à-dire tout ce qui a été fait avant et qui peut être soit en excédent, soit en déficit. D'accord? Vous avez un budget qui est équilibré au départ. Son exécution ne va pas forcément être équilibrée. Je crie plus fort. Soit tu parles plus fort, soit tu parles D'accord. plus faible. Je vais essayer de parler plus fort. Donc votre budget, il doit être équilibré. Son exécution va pas forcément l'être. Son exécution, c'est-à-dire que vous allez essayer
enfin, vous allez dégager, peut-être qu'au début vous aviez prévu, je sais pas moi, 1 million de dépenses sur un projet qui va être à 900 000. Donc du coup, votre exécution, elle n'est pas équilibrée. Parce que du coup, vous avez peut-être eu 1 million de recettes en face, mais vous avez eu que 900 000 euros de dépenses. Donc voilà. Et donc du coup, vous devez reprendre dans votre budget les antériorités, qu'elles soient positives comme négatives. Je vous l'illustrerai dans la construction du budget de ma commune, du coup, de Grabel. Et surtout, votre budget... Les restes, en fait, je crois que ça s'appelle les restes à réaliser. Ah non, les restes à réaliser, c'est encore autre C'est chose. encore autre chose. Et les restes à réaliser, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas payé sur l'exercice d'avant, vous le transférez automatiquement sur cet exercice et vous avez du coup des restes à réaliser qui sont souvent ceux qui restent des 2 derniers mois de l'année. Les factures, voilà, vous avez fait un truc en décembre, vous ne l'avez pas payé en décembre, vous allez le payer en janvier. Donc ça fait des restes à réaliser. Et en fonction, il y a des années mais qui sont plus ou moins grandes en fonction des investissements que vous avez pu faire. Et enfin, votre budget doit être sincère. Coupez les caméras, c'est le plus dur à faire. Voilà. Puisque votre budget, il doit être sincère en dépenses comme en recettes. Vous devez avoir anticipé. Et c'est là où, dans la période actuelle, c'est un calvaire. Je ne vous le dis pas, je vous le dis clairement. C'est un calvaire d'anticiper ce que vous allez prévoir comme recette actuellement, puisque l'État, n'ayant pas voté son budget, on ne sait pas à combien ils vont fixer les reversions. Est-ce qu'ils vont toucher à la dotation générale des collectivités ou pas? Donc bien sûr, quand on dit règle, on dit exception, parce que sinon ça ne serait pas drôle. Donc l'unité. Donc déjà, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul budget, et en fait, on peut créer des budgets annexes. Créer un budget annexe, ça veut dire que par exemple à Montpellier, vous avez un budget sur des régies parking. Si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir des Montpelliérains ici. Qui est la régie du parking de la mairie, qui est un budget à part de la collectivité, qui s'équilibre autrement. Par exemple, on le connaît bien ici, la régie des eaux est un budget annexe, puisque du coup c'est une entité annexe de la métropole. La TAM est une entité annexe, c'est on va dire des satellites, mais qui ne sont pas dans les budgets. Il y a des versements vers la TAM, mais il n'y a pas le budget de la TAM, lui, n'est pas en obligation d'équilibre. Donc, l'unité, l'universalité. L'universalité aussi peut être remise en cause. Il peut ne pas y avoir tout. Il peut ne pas y avoir tout, puisque du coup, vous avez la possibilité, en cours d'exécution, en cours d'année, juste après, la possibilité de faire des décisions modificatives. Ce qui veut dire que vous allez modifier votre budget prévisionnel. Donc, s'il y a des trucs que vous n'aviez pas prévus, eh bien, vous allez les prévoir dans ces décisions modificatives. Ok? Vas-y. Juste pour revenir vite fait sur l'unité, tu disais qu'il n'y avait pas d'équilibre forcément quand c'était un budget annexe, c'est ça? Ça dépend de la structure, de la forme de la structure. Ok, du coup si c'est une... Mais sinon, tout budget public doit être équilibré. Et la TAM c'est un budget public ou... C'est une entreprise publique. Comme c'est notre trame, hein, faut dire. C'est une société mixte de je sais pas quoi. Là, je ne vais pas être expert dans le truc. Et après, pour ajuster les budgets, on emprunte. Oui, ça c'est après. On augmente les impôts. Ça c'est après, c'est autre chose. On va y venir, Et enfin, l'annualité. On peut prévoir des dépenses sur plusieurs années. Ça s'appelle des autorisations de programme et des crédits de paiement. Ces autorisations de programme et de crédits de paiement, je vais vous prendre l'exemple de l'école Joseph Daltaï à Grabel, ça coûte 5 millions d'euros. Alors, ça permet de planifier sur plusieurs années et de montrer voilà, ce que tu as prévu sur ton mandat par exemple. Et l'argent, tu le prends où? Tu le prends sur un Non, emprunt? mais tu anticipes. Tu anticipes. Ah ouais. Le budget, Ah oui. Comme un budget c'est annuel, Oui. mais tu dis que l'année prochaine, Il y aura déjà ça. Concentré, ouais. on sait qu'il y aura ça. Ouais, ok. Tout à l'heure, j'ai dit que tu devais reprendre les antériorités. Ouais. Donc du coup, dans les antériorités, tu sais déjà qu'il y a tes APCP qui sont là. D'accord. Alors, les principaux actes. Le budget, pour une collectivité, c'est souvent le moment où vous dégagez votre majorité de votre opposition. Si quelqu'un ne vote pas le budget, il rentre de fait dans l'opposition. C'est ce qui s'est passé à Montpellier au conseil de métropole de l'année dernière, quand une partie des Verts
n'ont pas voté le budget. Ils sont de facto entrés dans l'opposition. Ça, c'est la règle. Si tu ne choisis, si tu refuses ce qui est proposé par la majorité, tu es dans l'opposition. Il n'y a pas de vanne là-dessus. Donc, le budget, c'est plusieurs actes. Tout ça est bien codé, tout ça est bien réglementé. Qui va être voté, c'est de dire on a débattu du budget, c'est tout ce qu'on va voter, c'est pas oui ou non, c'est est-ce qu'on a débattu du budget. Donc normalement même l'opposition dit oui, on a débattu du budget parce qu'on a largement débattu à la fin. Donc c'est là où la majorité va présenter tous ses projets de l'année et comment elle va faire son budget, comment elle l'a construit. C'est le point d'après la construction du budget. Mais vraiment, au débat d'orientation budgétaire, déjà, en tant qu'adjoint aux finances ou en tant que maire, vous avez déjà, en gros, le chemin du budget. Qu'est-ce qu'il va faire? Lors de ce débat en conseil municipal, à la rigueur, il y a des trucs qui peuvent bouger à la marge, mais vraiment, on est vraiment sur de la marge de marge. Le budget, il est déjà construit au débat d'orientation budgétaire. Donc, dans les 2 mois, après, on vote le budget prévisionnel. Ce budget, il doit être voté avant fin avril. Ça, c'était dans les cas normaux. En 2020, on l'a voté mi-juillet. Mais en 2020, on a fait une année, c'était n'importe quoi. Voilà, des élections qui ont duré 3 mois, le Covid de partout. Je pense que tous ceux qui ont été élus ou qui ont participé à des élections cette année-là, vous vous en rappellerez encore dans 20 ans. Donc là, c'est facile. C'est le moment, le grand moment de l'année budgétaire. C'est le moment où on présente ce budget en conseil municipal et où chacun s'exprime sur son budget. On espère que chacun dans la majorité va s'exprimer sur « Ah je suis content parce que dans ma délégation il y a ça, moi je suis content que tatati » et dans l'opposition, les gens, si vous êtes dans l'opposition ou si vous êtes dans la majorité, ça va se voir de suite. Parce que du coup, vous allez dire, non, moi je suis pas d'accord que vous fassiez une école, je pense qu'il faut plutôt construire une prison, etc. Enfin, c'est le moment où il faut recruter plus de policiers, non, moi je pense que c'est des éducateurs. Voilà, vous savez vous positionner aussi politiquement. C'est un moment où on se positionne politiquement le budget. C'est pas un moment où on est là pour faire de la comptabilité, encore une fois. Moi je suis pas comptable, je suis politique. Je propose un budget qui est toujours politique, qui n'est pas pour faire fonctionner une collectivité. Il va faire fonctionner la collectivité dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire que la collectivité, dans son investissement, va aller dans un sens, et dans son fonctionnement, aura un sens. À Grabel, on a municipalisé beaucoup de services. Donc on a un budget personnel qui est plus gros que dans beaucoup de collectivités. Parce qu'on a internalisé une crèche, on a internalisé tout ce qui est centre de loisirs, on a internalisé cette année l'école de musique. Donc du coup, on a beaucoup de services qui sont internes à la commune, qu'on aurait pu déléguer au privé. Je ne pense pas que ce soit dans notre ADN, dans la salle, comme en ligne. Hein. Voilà. Donc du coup, c'est un moment où on fait des choix politiques. La suite, se passe avant fin juin. Alors, cette slide date un peu, puisque du coup, on vote le compte administratif et le compte de gestion. C'est CCT, je vais le dire comme ça. Deux documents budgétaires très importants. Le compte de gestion, c'est le comptable public. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était ordonnateur de la dépense. On n'est pas l'exécutant de la dépense. Donc, c'est-à-dire que nous, on ordonne la dépense et il y a un comptable public, la trésorerie de Montpellier pour nous, qui, lui, va procéder au paiement. C'est-à-dire qu'on dit, vous payez 2000 € sur tel compte, lui, il va regarder si c'est bien légal et il va le payer. À aucun moment, il va décider de ce qui va, si c'est bon ou pas de le payer. C'est nous qui sommes ordonnateurs. Donc là, on fait le compte de l'année dernière. Donc là, on va voter au prochain compte administratif, qui n'en sera pas un, mais je vais y revenir. On va faire le bilan de l'année 2024. Donc, vous avez le compte administratif qui est présenté par le maire, enfin par l'autorité, du coup par la commune, par les services de la commune, c'est eux qui le préparent, et le compte de gestion qui est présenté par le comptable. Il faut que ces deux comptes soient égaux. S'ils ne sont pas égaux, ça ne marche pas, ça. Ça veut dire qu'il y a un problème entre les deux. Ça demande 1 ou 2 allers-retours entre la commune et
et la trésorerie pour que ces deux comptes soient équilibrés. Ah oui, il y a cette facture qui est passée le 15 janvier, ah bah oui, moi je l'avais compté, toi tu l'avais pas compté. Normalement ça se joue comme ça, il n'y a pas trop de problème. Pourquoi je vous dis que et été? Parce que à partir de cette année, les collectivités passent sur ce qu'on va appeler le CFU, le compte financier unique. C'est-à-dire que la navette, et là Thierry va commencer à dire, c'est quoi ça? La navette que je vous ai dit, la Trésor et la commune vont se mettre d'accord sur le compte administratif et le compte de gestion, se fait déjà en amont, et du coup, on vote les deux en même temps. Puisque du coup, les deux en même temps seront le compte financier unique qui évite, honnêtement, là pour le coup, un peu de paperasse et pas mal de paperasse. Et du coup, la Trésor et les fonctionnaires de la mairie sont mis d'accord. Ils sont tombés d'accord sur un document qui s'appelle le compte financier unique. Et du coup, on continue des décisions modificatives. Oui, petite question, toutes les règles dont tu parles là s'appliquent à toutes les municipalités? Toutes les municipalités doivent avoir la même structure budgétaire. Après, sur une commune de moins de 2500 habitants, je ne sais pas s'ils sont en CFU. Il Il n'y a pas de DOB, c'est vrai. C'est ça. Et le CFU, je ne pense pas qu'il s'applique. Mais par contre, la décision modificative, elle, peut s'appliquer du coup en cours d'année si le besoin s'en fait sentir. Souvent le besoin s'en faisait sentir puisque du coup, quand on vote le compte administratif, on vote le résultat de l'année précédente. Et bien malin qui, avant le compte administratif, pouvait tomber au centime près sur le résultat de l'année précédente. Donc voilà. Si en 2020 on l'a fait, pourquoi? Parce qu'on a voté le même jour, on a fait le DOB, le budget, et le compte administratif, le compte de gestion, et tout ça mi-juillet. Là c'était... Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on votait le compte administratif avant le... Oui, mais parce que vous étiez des petits malins. Mais, Oui, parce que comme ça, quand on faisait le budget prévisionnel, on avait le résultat de l'année précédente. Et nous, comme ça, on peut rééquilibrer. Mais là, cette année, je pense qu'on votera le CFU en même temps, donc on sera au centime aussi. Ouais, quand même. Donc du coup, je vous l'ai dit, le budget, c'est pas de la trésor et c'est pas de la comptabilité. On n'est pas là pour faire de la comptabilité, on est là pour créer un budget. Un budget prévisionnel. Encore une fois, on a prévu des dépenses. Je vous ai dit, peut-être qu'elles sont on avait prévu 1 million et qu'en fait, c'est 950 000. Vaut mieux être en dessus qu'en dessous. Parce que vous ne pouvez pas, bien qu'on en reparlera juste après, vous ne pouvez pas dépenser des crédits que vous n'avez pas ouverts. D'accord? Donc c'est-à-dire que si vous pensiez dépenser 1 million en ordinateur, vous voulez changer tout le parc informatique, machin, et du coup vous aviez prévu 1 million dans cette ligne budgétaire. Ça fait beaucoup. Posez-vous des questions. Si à la fin la facture elle est de 1 million 100, le comptable public va vous dire non, vous l'aviez pas prévu ça. Donc du coup moi je refuse la dépense. Parce que il regarde si c'est légal. Et là c'est pas légal de dépasser son budget. Alors, c'est là où je vous fais le rappel sur l'ordonnateur, le maire ou le président de la collectivité, qui décide de la dépense ou de la recette et ordonne son exécution. Mais le comptable, c'est lui qui a l'argent. C'est lui qui détient les sous. Donc du coup, il vérifie la légalité et il libère les fonds. Mais d'abord, il vérifie la légalité. Il vérifie si c'est bien dans le budget. Si c'est dans le budget, il le fait. Si c'est pas dans le budget, il ne le fera pas et il vous retoquera la dépense. Donc le comptable, c'est ce que je vous disais, le comptable il dispose d'un contrôle de légalité et non d'opportunité. Il ne peut pas dire changer le parc, c'est n'importe quoi, vous n'allez pas changer le parc d'ordinateur de votre commune. Si vous avez décidé et que vous avez inscrit la dépense au budget, vous pouvez le faire. Par contre, il faut avoir inscrit la dépense au budget. Lui, il n'est pas là pour dire non, c'est une dépense superflue, vous n'allez pas me construire un totem à votre gloire. Ça, c'est pas lui qui le décide. Comment tu gères les imprévus là-dedans? Je vais voir, c'est juste après. Vas-y, Tom. Et mais du coup, s'il y a un compte qui est irrégulier par rapport à l'autre,
il se fait pas retoquer, même si c'est une décision modificative. Bah, si tu n'avais pas assez de crédit, tu vas faire une décision modificative. Mettons, si tu n'avais pas prévu, nous là, cette année, on a fait une décision modificative en fin d'année 2024 parce qu'on n'avait pas prévu assez de crédit aux intérêts qu'on allait payer à nos banques. Il nous manquait, un truc comme 20 000 balles. Il manquait 20 000 balles. Donc du coup, on est allé chercher sur une ligne qu'on savait qu'on n'allait pas consommer pour aller les rajouter à cette ligne. tu compenses en fait. Mais ça te demande une décision modificative. Ok, mais dans tous les cas, un vote qui passe au conseil municipal. Dans tous les cas, rien n'est excédent en fait. Tu peux pas excéder le budget que tu as voté au début. En décembre, tu n'excéderas jamais ton budget. Tu auras fait des décisions modificatives. Pour régulariser tout ça. Ok, d'accord. Mais, toute règle ayant son exception, nous sommes en 2024. Ah. L'ensemble des collectivités de plus de 3500 habitants est passé à la M57. Et la M57, elle permet la fongibilité des crédits. Et ça, la fongibilité des crédits. Et ça, c'est génial. Hein, parce que du coup, jusqu'à 7% de vos dépenses, réelles dans une section, c'est-à-dire soit dans la section de fonctionnement, soit dans la section d'investissement, il n'y a que 2 sections. Donc là, vous pouvez transférer jusqu'à 7% d'un chapitre à l'autre. On ne peut pas transférer des investissements sur le fonctionnement. On ne peut pas transférer des investissements sur le fonctionnement, en effet. Et il y a autre chose qu'on ne peut pas faire, c'est toucher au sacro-saint 0,12. Il y a une question dans le chat. Ouais. Quid du contrôle par le préfet? Ça s'appelle le contrôle de légalité. Et le préfet va regarder si votre budget il est légal, en gros, s'il est équilibré. Il ne peut pas juger sur les opportunités, encore une fois. Il va juger sur la légalité. Si vos dépenses, elles sont équilibrées. Il va juger sur si vous avez le mandat pour faire une ligne de trésorerie à plus de 1 million d'euros. Il va juger, ça c'est des décisions qui ont été actées en début de mandat normalement. Le préfet il va juger si c'est légal. Mais l'opportunité, c'est vous qui l'avez. C'est ce qu'on appelle la libre administration des communes. Jusqu'à maintenant, toucher du bois, parce que là je sens qu'on n'est pas dans une bonne période, on a la libre administration des communes qui nous permet de juger que toute opportunité est bonne pour notre commune du moment où on a un mandat du peuple. Donc juste la fongibilité, donc il n'y a pas besoin de vote. La fongibilité, pas de vote. C'est une décision. Donc du coup, pas besoin de passer en conseil municipal. C'est présenté en conseil municipal, mais c'est pas voté. C'est une décision du maire. Les décisions du maire, elles sont présentées en conseil municipal. Certains le font au début, d'autres le font à la fin. C'est vraiment un acte administratif, la décision, où il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur les décisions du maire. Voilà. Maintenant... 7% c'est pas mal quand même. 7,5% c'est pas mal, parce que nous par exemple on a un 0,11, donc qui est les dépenses quotidiennes de la collectivité. Ce 0,11, il est à plus d'1 million d'euros, pratiquement 2 millions. Il y a 7% de 2 millions, je laisse le calculer, je l'ai pas en tête. Mais ça doit nous faire 140 000 euros de battement, quoi, à peu près. Et tu disais que le 0,12. Et voilà. Et on ne peut pas toucher au 0,12. Le 0,12, c'est les salaires des agents. Et donc, ça, vous devez avoir anticipé sur l'année l'ensemble des dépenses du 0,12. Sinon, c'est une décision modificative, ça passe en conseil municipal. Un maire ou un président ne peut pas toucher au 0,12, même avec la M57, sans qu'il y ait une décision du conseil municipal, sans qu'il y ait un vote. Il y avait une question, Laurence ? Non, il y a une remarque, mais je ne comprends pas. Je la dis quand même. Nous avions pour habitude de voter contre le CA et abstention le CG. Alors pour le CUF, le CUF, notre vote sera mitigé car nous sommes dans l'opposition. Eh oui. Sur le CFU, donc, compte financier unique, donc le compte administratif, je vous ai dit, c'était les dépenses de la commune. Donc du coup, c'est ce qu'a fait la commune. Le compte de gestion, on ne vote pas contre le comptable public, quoi. On ne dit pas que le comptable public il a mal fait son travail. Par contre, on
quand on est dans l'opposition, on est contre l'exécution qu'a fait le maire de son budget. De base. Je vous rappelle, les actes budgétaires, c'est les moments où on crée une majorité et une opposition. Donc forcément, on est contre l'exécution qu'il y a eu. On n'était pas d'accord que vous fassiez une école, on voulait que vous construisiez un commissariat. Donc du coup, c'est à ces moments-là où on se positionne aussi politiquement. Tous les actes budgétaires, tous les actes financiers sont des moments politiques. Il faut bien se le mettre en tête. Tous les moments politiques dans la collectivité, dans la vie de la collectivité, c'est les moments budgétaires. C'est là où vous allez exécuter un projet politique. Donc c'est ça où pour ceux qui ambitionnent d'être maire, choisissez bien votre adjoint au maire. Parce que c'est lui qui a les clés quand même. Hein. La signature à la fin, Thierry ou moi, on a dépensé quelques millions d'euros. Toi, t'as fait une école, une mairie. Ben voilà, t'en as dépensé. Hein. 80 millions d'euros d'investissement. Hein. Non, quand même pas. Non 33 millions sur 12 ans. Sur 2 ans. Pour une petite commune, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était 3,5 par an. Par contre, tu disais les dépenses, on ne doit pas dépenser plus que prévu au budget. Par contre, je crois que les recettes, tu peux encaisser plus. Tu peux encaisser plus, ça, que oui. les recettes, Ça, y a pas de souci. Et justement, ça te sert à faire une DM, justement une décision modificative, quand tu veux réajuster les dépenses. Mais tu peux encaisser là. Ah oui, là, par contre, oui. Il n'y a pas de problème. Puis après, ça te fait un plus gros résultat. C'est ça. Voilà, Le but du jeu, c'est d'avoir un plus gros résultat à reporter. Voilà. Et ça, on y vient sur la slide suivante. Construire son budget. Donc, on a un seul budget. On en a parlé. On a 2 sections, investissement et fonctionnement. Mais on a plusieurs chapitres par section. On va voir ce que c'est que les chapitres. J'en ai déjà un peu parlé. Du coup, je reprends un petit graphique qu'avait fait Thierry, que j'aime beaucoup, sur une de ses formations. Ouais. Je ne sais pas si tu vas en parler. Le trésorier payeur, alors c'est toujours un personnage public. C'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire de l'État. Est-ce que il y a l'agence, comment ça s'appelle? Puisque... La Cour des comptes? Non. Comment s'appelle l'agence? L'agence comptable? Il y a une agence qui a remplacé le trésorier payeur général dans beaucoup d'endroits. Maintenant, c'est une agence qui fonctionne. Ah, c'est un trésor. Quand moi j'étais fonctionnaire, c'était le trésorier payeur général, oui, qui Non, mais nous, c'est toujours la trésorerie, la DGFIP, la Direction Générale des Finances Publiques. C'est un trésorier municipal. J'ai une question. Oui. Le CA, c'est la dépense faite, alors on ne peut pas voter contre. Si tu peux. Tu peux voter contre. Tu n'es pas d'accord d'avoir que la majorité ait exécuté le budget comme ça. Moi, je l'aurais exécuté comme ça. Mais il faut argumenter à chaque fois. Hein. Enfin, quelqu'un qui vote contre sans rien dire, bah, il sert à rien, quoi. Enfin, il faut argumenter le pourquoi je vote contre. Parce que je ne suis pas d'accord sur cette dépense. J'aurais préféré construire un commissariat plutôt qu'une école. C'est là où, oui, après c'est fait, mais c'est le moment politique. C'est pour ça que tu fais de la politique à ce moment-là. Tu le fais pas au compte de gestion, tu vas pas dire à un fonctionnaire de l'autre bout qui est certainement pas là et qui ne regarde pas, qu'il a mal fait son taf. Puisque du coup son taf il est bien fait, vu qu'il est au même niveau que, vu que les dépenses ont été légales. Donc bien sûr, par contre, tu votes contre l'exécution qu'a fait le maire. Ou pour si tu es dans la majorité. Donc avec le nouveau document unique, là, tu peux avec le nouveau document unique... peu importe, si derrière il y a un peu de trésorerie, il y a quand même le compte administratif qui est dessus. Donc, donc là, tu vois, c'est un truc où on s'est posé la question, qu'est-ce que tu fais? Nous, on ne se la pose pas parce qu'on est dans la majo, mais c'est vrai que je reconnais que les personnes qui sont dans l'opposition peuvent se poser la question, est-ce qu'on va aller voter contre le comptable public? Puisque du coup, sur le CFU, tu vas quand même aller voter contre le comptable public, parce que maintenant, c'est un compte unique. Le compte de gestion, normalement, on retrace les mandatements qui ont été faits par l'ordinateur. C'est ça. Il faut parler plus fort. Ils n'entendent pas. Donc le compte de gestion, c'est ce qui a été fait par l'ordonnateur. Mais c'est le travail de la trésor. Donc du coup, traditionnellement... Un compte unique, c'est quelque part, ça simplifie déjà le travail de la trésorerie et
et de la mairie. Moi, je vais te dire, je suis tout à fait d'accord parce que je suis dans une majorité. Mais du coup, tu vas plus avoir cet acte politique qui est le compte administratif. Et l'acte politique, ils ont quand il y a un vote du budget. Oui, c'est là où justement où ils doivent. Oui, mais après la suite, ça a été fait, ça a été mandaté, ça a été fait. On peut rien faire. Voilà. Bah, tu peux rien faire sauf dire que tu aurais fait autrement. Oui, peut-être. Voilà. Et ça, c'est des choses. Oui. Une autre, la même question, si on ne peut pas voter contre le CA, mais le CUF va inclure le compte de gestion alors. Le CFU, oui, va intégrer le compte de gestion et le compte administratif. Donc le bilan de l'année N-1. Donc là-dedans, tu vas avoir le tout. Donc je pense que moi je serais dans l'opposition, je voterai contre. Pour m'exprimer sur l'exécution du budget qui s'est passé. Mais sinon je voterai, en majorité, tu vas voter contre. Donc du coup, deux sections, le fonctionnement, l'investissement et des recettes face à des dépenses. Vous avez vu, vous avez bien compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il soit équilibré, qu'il y ait autant de recettes de fonctionnement que de dépenses de fonctionnement. Dans les dépenses de fonctionnement, vous allez retrouver les dépenses de fonctionnement général, l'ensemble des dépenses de fonctionnement que vous avez. Les intérêts de vos emprunts et votre autofinancement. Qu'est-ce que c'est que ça, l'autofinancement? Et l'autofinancement, c'est ce que vous allez dégager sur votre budget de fonctionnement pour financer vos investissements. Non, c'est pas les amortissements. Les amortissements, c'est encore autre chose. Les amortissements, c'est progressivement que vous allez amortir vos investissements. Donc du coup, ça vient là, c'est l'opération tout en bas. Mais l'autofinancement, c'est que, mettons que vous avez 2 millions, alors tout à l'heure ça va se voir sur le budget, mais on va avoir un budget aux alentours de 10 millions à Gravel. On va essayer d'avoir un autofinancement à transférer sur notre investissement de 1,7 million. C'est-à-dire que sur tout le reste de nos dépenses, on va faire en sorte de dégager 1,7 million d'excédent, on va dire, pour l'envoyer à l'autofinancement. Hop. Alors je vous ai dit, on ne sait pas notre résultat sur l'année, on estime le résultat pour dégager l'excédent de l'année précédente. Cette année, je vous le donne en scoop, à Grabel, on va faire 700 000 € d'excédent. On était habitué à beaucoup mieux. Ou à beaucoup pire dans certaines années. Mais ça, bien. Ça 700 000 €, on a réussi à faire un excédent de 700 000 €. Cet excédent va nous permettre d'aller alimenter nos recettes d'investissement. Ok? Là-dessus, ça marche. Donc, l'excédent de l'année précédente ou le déficit. Alors là, vous êtes dans la merde. Il y en a certains qui l'ont eu dans la pièce, je ne dis pas qui. Mais l'excédent de l'année N-1, il va alimenter vos recettes d'investissement de l'année qui arrive. Je vais revenir sur le FCT là. Les subventions, donc que vous allez demander à d'autres collectivités, à l'État, etc., à la région, le département. Non, le département, ils ne vous donneront rien si vous êtes de gauche. N'oubliez pas, cette année, ils ne donneront rien du tout. Et également, vos emprunts. L'Europe, l'État, le FEDER, etc. Donc, et vos emprunts. Tout à l'heure, on a commencé à parler d'emprunts. Vous avez remarqué que les emprunts, ils sont ici. Ils ne sont surtout pas là. On n'emprunte pas pour financer son fonctionnement. Vos recettes de fonctionnement ne peuvent pas être de l'emprunt. À aucun moment. Vous devez équilibrer cette section, et cette année, bon courage, équilibrer cette section uniquement avec les recettes que vous allez avoir. Les recettes, on va y venir dans une slide suivante. Et du coup, bien sûr, je vous ai dit qu'on était équilibré. Donc du coup, on a les dépenses d'investissement qu'on a programmées. Donc dans les dépenses d'investissement qu'on a programmées, la rénovation de l'école ou la rénovation du commissariat. Voilà. Le capital de nos emprunts, c'est-à-dire que jusque dans les années
dans les années précédentes. Là, Marc, le monsieur, Ah oui. Franck, pardon. C'est juste. Attends, on regarde, vas-y. Wow, Pas comme ça d'accord. ils entendent. Voilà, ils entendent. Ouais, deux questions. Dans la partie dépenses Mets devant ta bouche quand tu parles. Dans la partie dépenses du compte de fonctionnement, Ouais. il y a quelque chose en vert là que j'arrive pas du tout à lire. Je sais pas si. C'est les intérêts. Ah, c'est les intérêts. J'allais venir sur les intérêts et le capital des emprunts. Donc, en section d'investissement, vous allez retrouver le capital des emprunts qui a été dépensé dans les années précédentes. Vous avez emprunté pour construire un pont, pour construire je sais pas quoi, n'importe quoi. Hop, et du coup, vous avez emprunté à la banque. Vous avez un capital, vous avez emprunté 1 million d'euros. Sur ce capital, il y a des intérêts. Ces intérêts vont être dans la section de fonctionnement. Ok ? Et le capital, le million d'euros, il va être ici. Donc, mettons que vous avez 50 000 euros ici, et vous avez vos 1 million de ce côté. Donc, vos dépenses d'investissement, votre remboursement de capital, et enfin, parce qu'on est dans une métropole à Montpellier, vous avez vos attributions de compensation. On va les retrouver tout à l'heure aussi dans le détail de la section de fonctionnement. Mais les attributions de compensation de la section d'investissement, c'est ce que va investir votre communauté de communes, votre métropole, votre communauté d'agglomération dans votre commune sur l'année. C'est des dépenses qui sont déjà fixes. Puisque du coup, nous à Grabel, on sait que chaque année, on envoie 500 000 euros à la métropole. 500 000 euros pour refaire des routes, au bout d'un moment, on en a marre de refaire des routes. Je vous le dis très net. Mais la métropole, ils nous disent « Ah oui, mais vous êtes engagés, hein, donc du coup, c'est 500 000 balles. » Alors chaque année, on leur dit bah, « Vous allez refaire telle route, vous allez refaire telle rue, telle rue, telle rue. » On n'a plus de rue à leur refaire bientôt. Mais il faut que chaque année, on trouve une rue pour leur faire refaire. C'est débile. Et c'est la loi. Loi, ma panne. Exactement. Alors, Le montant, Duralex, le montant Sedlex. et Attends. l'attribution. Vas-y, Rose. C'est-à-dire que le montant et l'attribution sont définis, sont fléchés. les C'est deux. ça. Oui, c'est fléché en plus. Alors, l'attribution de compensation qu'on verse à la métropole, elle est fléchée. C'est-à-dire qu'elle est sur certains actes, sur les voiries essentiellement. C'est les voiries, l'accueil des gens du voyage et Thierry aide-moi parce que je n'ai pas la suite. Mais bon, c'est les deux gros. La troisième elle est négligable. C'est une bricolonnette. Je trouve que c'est une brin d'urbain. Ouais. Oui, vas-y. Elles sont fléchées sur une base. Sur quelle base en fait? Alors ça, c'est un magnifique calcul. Parce que nous à Prades, par exemple, le chauffage de la salle Jacques Brel, il n'est pas sur les dépenses de la métropole. il est sur la métropole. C'est pas possible. Ah ben, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. C'est pas possible. Alors, ça s'appelle un enfumage. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais en tout cas, le chauffage de la salle Jacques Brel, du cinéma de la salle Jacques Brel à Prades, c'est pas une salle métropolitaine, c'est pas une compétence métropolitaine, c'est un choix de la collectivité. Donc du coup, les recettes comme les dépenses de cette salle reviennent à la commune. Après, qu'il y a un problème avec un réseau de chaleur éventuellement qui soit fait par la métropole, mais au même titre qu'un particulier, la commune y adhère, ça c'est autre chose. Ça je veux bien l'entendre. Mais je pense pas qu'il y ait de réseau de chaleur à Prades-le-Lez. Ça me parle pas. De ça, Non, il n'y en a pas. Voilà. Donc, pour moi, à moins qu'il y ait une gestion, un problème technique sur la gaine qui passe sous la route, je vais pas avoir de deal. Est-ce que, c'est sûr, ça dépend. est-ce que le montant de ces attributions de compensation, il peut être discuté en conseil de métropole? Est-ce qu'il peut être revu? Alors, bien entendu, c'est une très bonne question pour une future majorité métropolitaine. Chaque année, la métropole se réunit, enfin on va dire les adjoints aux finances plus les personnes qui sont désignées par chacune des communes vont se réunir dans ce qu'on appelle la CLECT, la commission locale d'évaluation du transfert de compétences. C'est ça.
puisque la voirie, comme l'accueil des gens du voyage, a été un transfert de compétences des communes en direction des métropoles. Il doit y avoir aussi des collectes au niveau départemental, j'imagine, pour les transferts de compétences qu'il y a pu y avoir des communautés de communes vers l'institution du conseil départemental. Comme je vous ai dit, je ne suis pas, donc je ne peux pas vous dire. L'idée, c'est que chaque année, tu vas discuter dans cette commission de ces attributions de compensation. Grosso modo, jusqu'à la fin de ce mandat, on ne va pas les avoir touchés depuis 2015. Chaque année, on a un débat. Là, cette année, on touche nos attributions de compensation sur sa partie de fonctionnement. Je vais y revenir tout à l'heure. À Grabel, on paye 300 et quelques mille euros sur 325 000 euros jusqu'à l'année dernière en fonctionnement. Et là, la métropole nous a dit, vous êtes bien gentils, mais depuis 2015, vous payez la même somme, les communes. Il y a eu une inflation à 10 chiffres, voilà, et vous ne nous avez pas transféré un centime de plus sur le fonctionnement. Donc, le fonctionnement, c'est les salaires des agents qu'on a transférés à la métropole. Du coup, en 2015, quand il y a eu le transfert à la métropole, on a transféré une dizaine d'agents. Oui. Non, je ne peux pas. Ah, c'est bon. Non, je pense que je dois pas avoir énormément de. Ça, c'est peut-être sur le micro. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas où il est le micro. Non, il doit être là, du coup. Mais peut-être je sais pas si on peut couper du mien pour passer sur un autre. Tu veux que je passe par le. Alors, est-ce que si tu prends, je prends le micro, si tu prends ça, ça va je vais le faire, j'attends. Dépêche. Est-ce que vous m'entendrez mieux si je fais ça en ligne? Levez la main pour le dire à Laurence qui surveille tout ça. Donc si c'est mieux, je vais continuer avec le micro. Donc sur les attributions de compensation, oui, on va en discuter dans cette collecte et chaque commune va aller faire valoir sa position. Nous, très concrètement, je crois qu'on a transféré une dizaine d'agents en 2015, ce qui fait qu'on se retrouve avec une attribution de compensation en fonctionnement de 300 et quelques mille euros, qui maintenant du coup va être revue au niveau de l'inflation. D'accord? Donc là, oui, alors, si je vais dans les détails, au début de nous demander 100 000 euros de plus, on est arrivé à 20 000, on était déjà content. Voilà. Donc cette attribution de compensation, donc ça, dans sa partie fonctionnement, on va la voir tout à l'heure, elle couvre donc ses salaires, l'essence, etc., pour faire tourner les camions, patati. Et dans sa partie investissement, elle va couvrir tout ce qui va être sur les voiries, et essentiellement, c'est les plus grosses des dépenses, et sur les 2-3 autres pôles qui étaient des compétences municipales, qui ont maintenant été transférées à la métropole. La métropole, elle a des compétences qui lui sont propres, qui ne sont pas financées sur ses AC, puisqu'elle a un financement qui lui est propre. D'accord ? Je ne fais pas le financement des métropoles, sinon on est couché à 23-24 heures de demain matin, de demain soir. Ok ? Là-dessus, est-ce que le schéma, moi c'est le schéma que j'ai trouvé le plus clair, c'est pas parce que Thierry est dans la salle que je le dis, mais en tout cas c'est le schéma que j'ai trouvé le plus clair pour expliquer l'équilibre d'un budget et comment on transfère cet autofinancement. À quoi ça sert de dégager de l'autofinancement? C'est à financer le programme qu'on a présenté au peuple, enfin à la commune. Juste faire une petite remarque. Prends le micro, prends le micro. Le département, là, en ce moment, Clément Mesquila, il pleure partout, sur tous les médias, parce qu'il n'y a plus de sous. En fait, ce qui se passe au département, c'est que le niveau d'emprunt qu'il doit emprunter, il est plutôt là. Et en fait, il emprunte pour rembourser du capital. Mets ton rouge sur il ne voit pas. Donc, là, si on augmente le niveau d'emprunt, là, on le fait monter un peu plus haut, et qu'on arrive ici, alors avec l'emprunt, on va faire des dépenses d'investissement, mais on va rembourser de la dette. Non, là, il ne te voit pas, il te voit sur l'emprunt. C'est pas grave. Donc, là, si on augmente l'emprunt, là, et on le monte ici, on arrive en face, là, et on se retrouve avec de remboursement de l'emprunt avec de l'emprunt. Donc c'est là que ça commence à coincer au niveau du budget. Donc ça, il va le faire cette année, mais après, il faudra trouver une solution.
il faudra absolument que l'autofinancement, parce qu'en fait l'autofinancement des dépenses de fonctionnement, il est très faible, ce qui fait qu'il a très peu de recettes ici, donc il est obligé d'emprunter un peu plus. Donc voilà pourquoi c'est très très compliqué. Et pourquoi il n'y a pas assez d'autofinancement? Parce que les recettes de la TVA et les recettes fiscales, elles ont diminué, et il y a de plus en plus de dépenses de l'État, RSA, le social et tout ça. Donc voilà comment on peut vite déséquilibrer un budget avec un phénomène en chaîne. Le fonctionnement se dégrade, l'autofinancement se dégrade, donc là on a moins de recettes, donc on est obligé de plus emprunter, et on commence à rembourser de l'emprunt avec de l'emprunt. Voilà. Et là on est dans la merde. Quand on rembourse de l'emprunt avec de l'emprunt, on est dans la merde. Dernier truc, en effet Fred, tu me disais, qu'est-ce que c'est que les opérations patrimoniales? Les opérations patrimoniales, c'est autant de recettes que de dépenses qui vont donc du coup qui vont s'équilibrer. C'est notamment sur les amortissements, c'est notamment sur les ICN, c'est des trucs qui sont... en fait, les ICN, c'est des remboursements, enfin c'est des premiers frais que tu vas avoir sur le début de l'année qui vont être redondants du coup sur l'année suivante. Et donc du coup, celui de l'année N-1 va couvrir l'année N+1, et etc., etc. Donc en fait, c'est un truc que tu retrouves chaque année, les opérations patrimoniales, entre les recettes et les dépenses d'investissement. Après, tu en as plus ou moins, en fonction. Là, nous, on en avait pas mal, parce qu'en fait, on a fait des avances. Donc, vous aurez compris qu'on a un petit biais sur l'école. On a rénové une école cette année, et on a fait des avances, en fait, pour réserver des matériaux sur l'année. Donc ça, c'est issu du budget 2023. Et on avait fait de 2023, et on avait fait des avances 2024. On avait fait des avances aux entreprises où on avait acheté des matériaux, mais du coup qui nous ont remis là, qu'on a retrouvé qu'on avait en dépenses, mais qu'on a retrouvé en recettes. C'était pour éviter de spéculer sur le cours du matériau qui était fortement à la hausse à ce moment-là. Donc du coup, on les avait achetés en bloc et on les a refinancés après. Enfin, je ne fais pas le détail parce que c'est de l'exécution, donc après, ça c'est au service qui gère. Mais voilà l'idée. Allez, le fonctionnement. Je ne sais pas combien de temps je vais avoir pris au total. Je vous avais dit que j'allais dépasser largement. Donc, on a des recettes. La première source de recettes, c'est bien sûr les impôts. Pas de blague là-dessus, le produit de la fiscalité locale. Alors avant, vous aviez deux impôts locaux. Vous aviez la taxe d'habitation et la taxe foncière. Taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties, mais bon, on va dire la taxe foncière. Grosso modo, Macron a décidé qu'il n'y en avait plus qu'un. C'est facile de supprimer des impôts quand il ne touche pas les comptes de l'État, quand on est président de la République. Parce que là, pour le coup, il a touché les collectivités territoriales. Il a compensé, à l'euro près, de 2018, voilà, on y reviendra sur le dernier chapitre et le désengagement de l'État. Il a compensé à l'euro près en 2018 par une part du coup de la taxe foncière qu'on touche dans les collectivités, qui était avant versée au département. Eh oui, il faut bien tuer ce qui est issu de la Révolution française, donc les départements. Le triptyque qu'on a toujours défendu au parti de gauche, c'est État, commune, État, département, commune. Ça, c'est le triptyque historique de la France. C'est comme ça que s'est découpée la France. La volonté de l'ordolibéralisme, c'est les métropoles, les régions et la supranation qu'est l'Europe. Ok ? Donc ça, c'est pour un peu... voilà. Nous, on est toujours sur un découpage État, département, commune. Parce qu'on retrouve l'endroit où on a de la démocratie, elle est au sein de la commune, elle est au sein du département où on va voter pour un conseiller départemental, qui avant s'appelait un cantonal, général d'ailleurs, et bien sûr pour une assemblée nationale. Donc, notre seule source, notre seul impôt qu'on va toucher, il va être auprès des propriétaires. C'est là où il y a quelque chose qui est très important dans la relation des habitants à la commune.
il n'y a plus que les propriétaires qui contribuent au fonctionnement d'une commune. Dans notre commune, il y a plus de 50% de locataires, ce qui fait qu'il y a 50% de locataires, il y a 50% des gens qui ne sont pas touchés si on augmente les impôts. D'accord? Mais du coup, la relation que vous allez avoir avec les propriétaires, elle va s'amplifier. Parce que c'est eux qui vont voter plutôt. Majoritairement, ceux qui votent, c'est les propriétaires. Et donc, quand vous allez toucher aux impôts, vous allez toucher que les propriétaires. Et plus les locataires que vous touchez par la taxe d'habitation. Et vous allez toucher, par contre, des locataires, indirectement, puisque du coup, le propriétaire va faire payer aux locataires par les charges l'augmentation de votre foncier. D'accord? Mais directement, vous n'avez plus de lien direct avec le locataire. Donc le jeu que vous pouviez avoir en augmentant plus la taxe foncière que la taxe d'habitation, vous ne l'avez plus. C'est fini. D'accord? Donc là-dessus, désengagement de l'État, dernier chapitre. Je vais passer vite, puisque du coup, je vous aurais dit beaucoup de choses déjà en cours de réunion. Donc, vous avez les produits directs plus les compensations fiscales. Les compensations fiscales, c'est par exemple à Gravel, nous avons des beaux pylônes électriques. Donc, nous avons aussi des taxes sur les pylônes électriques. Nous avons aussi sur les compensations fiscales l'exonération des logements des personnes âgées qui ne payent pas la taxe. Donc du coup, ça c'est l'État qui nous reverse une partie, etc. Bon, bref, le principal produit, c'est la fiscalité. Après, on a les dotations d'État. Oui. Comment tu... J'ai juste entendu qu'il y avait du coup une exonération pour les personnes âgées. C'est une règle nationale ou alors c'est décidé par la commune, ce genre de choses? Non, c'est national. C'est national. C'est l'État qui compense. C'est national et c'est l'État qui compense. Une partie. Une partie. Oui, c'est national et c'est l'État qui compense une partie, bien sûr. C'est pour, voilà, ça c'est quelque chose qui date depuis un moment. C'est pas récent. C'est des recettes qui sont mineures. Après, tu peux aussi avoir une taxe sur les propriétés, les résidences secondaires. Gravel à 60%, c'est le plafond qui est fixé par l'État. Quelqu'un qui est multipropriétaire et qui ne loue pas son bien, il sera beaucoup plus taxé. Autre recette, les dotations. Alors, les dotations, c'est normalement des dotations de l'État. Je dis bien normalement, puisque du coup, il y a maintenant d'autres, notamment nous, on a d'autres dotations que celles de l'État. L'État se désengageant des collectivités territoriales, nous avons plus de dotations de la CAF que de l'État. C'est quand même aberrant. Pourquoi on a plus de dotations de la CAF que de l'État? Parce qu'on a une politique volontariste auprès de la petite enfance et de l'enfance, et que je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait internalisé l'ensemble de ces services. Donc l'État nous aide dans notre politique, la CAF nous aide dans cette politique, parce que du coup nous appliquons des tarifs aussi qui sont proportionnels. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des faibles revenus va payer bien moins cher la cantine ou le centre de loisirs que une personne à haut revenu. Ce qui permet d'avoir des compensations par la CAF. Ça s'appelle la CTG, territorial global. Le contrat territorial global, je crois. Voilà. Il y a plein d'acronymes, vous allez voir quand vous serez adjoint aux finances, tous, vous allez vous régaler. Il y a plein de trucs à savoir. Les produits de service, globalement, c'est ce que va vendre la collectivité, la cantine, le centre de loisirs, etc. La crèche, bien sûr. Donc tous les services que vous avez internalisés et que vous allez facturer aux familles, parce que souvent c'est les familles, mais on va retrouver aussi les salles municipales, le centre d'escalade à Gravel, qui n'est pas municipal, mais qui est une délégation de services publics, etc., tout ça. C'est quoi la différence avec les services externalisés? Du coup, est-ce que ça rapporte plus, moins ou pas du tout? Pour rien avoir. C'est-à-dire quand tu délègues au privé, une délégation de service public, tu vas pas le faire déjà. Non. Et puis... non, alors quand tu externalises un service, quand tu externalises un service, quand tu vas dire à une entreprise, voilà, une association, une entreprise, qui va te faire l'accueil de la petite enfance. Et la mairie ne peut pas du tout intervenir dans ce service externalisé? Bah si, bien sûr. C'est toi qui fixes le contrat, donc c'est toi qui vas dire ce que tu veux dans ce service.
Mais après, tu as du coup des... À Gravel, je parle du cas que je connais, quand l'accueil de loisirs était à une association... C'était le MUC. Ouais, c'était le MUC, je crois, qui faisait ça. Les animateurs avaient un turnover énorme. Puisque du coup, ils n'étaient pas fonctionnaires, donc ils avaient une convention collective de l'animation qui était assez naze, et du coup des salaires qui étaient assez nazes. Maintenant, nos animateurs, ils sont tous formés, ils sont tous fonctionnaires, enfin, une grande partie est fonctionnaire de la collectivité, donc à une protection salariale, etc., etc. Donc en fait, ça dépend quel régime tu veux donner aux gens avec qui tu travailles. Et du coup, on a un taux de turnover qui est beaucoup plus faible que sur les communes où les animateurs sont externalisés. Puisque du coup, le MUC, parce que c'était notre ancien, mais j'ai rien contre le MUC, ils font très bien les choses aussi, ils vont te dire, aujourd'hui à Montpellier, tu vas être à l'école machin, et dans 2 semaines, en fait, tu vas être à l'école qui est à l'autre bout de la ville, et puis après, tu vas être à l'école qui est là-bas, parce qu'on a des besoins là, là et là. C'est pas dans ce sens-là. Nous, on veut que les enfants, ils puissent avoir des référents, des animateurs référents qui vont leur donner, une envie de grandir, une perspective, etc. J'étais juste avant de venir ici, j'étais en retard parce que j'étais en réunion avec une animatrice qui les amène tous les 15 jours, qui amène les enfants du centre de loisirs dans un champ à Gravel où ils creusent où ils font une mare et où ils font toute une culture de la biodiversité, leur apprendre tout ça. Ça, honnêtement, il n'y a pas grande association qui va pouvoir le faire sans avoir des animateurs qui sont formés dans le domaine et qui sont aussi sécurisés dans leur boulot. Une DSP qui coûtait de l'argent. Ouais. Avec l'organisme privé ne remplit pas son budget ou son résultat, ça peut coûter à la mairie. La mairie doit abonder dans Gravel, alors que nous, on en a 200. Le ratio, il est parce qu'ils n'ont pas d'accueil de petite enfance, parce qu'ils ont délégué la cantine, parce qu'ils ont délégué la crèche, parce qu'ils ont délégué le service communication à un prestataire, parce que tu peux tout sortir du domaine public. Tu vas payer des prestations privées. Tu n'auras pas un 0,12, on va le voir tout à l'heure, qui va être gros. Et ça, tu vas faire plaisir à l'ordre de libéralisme, parce que ça s'appelle une charge fixe. Tu comprends ? Une charge incompressible. Alors après, les communes peuvent avoir aussi des contrats avec les associations, parce que pour une petite commune, une association, elle est aussi une possibilité aux habitants du village de s'investir. Il peut y avoir des crèches parentales où il y a des parents qui font fonctionner une crèche et qui ont un cahier des charges au niveau le contrat de petite enfance, etc., où il y a la commune qui intervient, la CAF, etc., etc. Et donc les parents aussi peuvent participer, aussi bien sur une association de foot, ou etc., où la commune fonctionne à la subvention. Voilà. Oui. Voilà, par contre, je suis d'accord. C'est le fait que c'est aussi l'initiative citoyenne qui est intéressante dans ce cas-là. C'est pas que du privé qui veut faire de l'argent. C'est aussi de l'initiative citoyenne que l'on peut laisser émerger à travers les associations. Je suis bien d'accord, mes camarades. Mais par contre, il y a quelque chose qui va être très factuel. C'est que l'initiative citoyenne, elle n'a qu'un temps, malheureusement. C'est-à-dire que vous allez très rapidement vous confronter au problème des crèches associatives. Pas de souci. On en a une à Gravel. Plus ça va, plus c'est nous qui payons. En fait. Pourquoi ? Parce qu'une crèche associative, elle tient par la bonne volonté citoyenne. Et sauf que les parents, ils ont de moins en moins envie d'aller garder leurs gosses, d'aller faire le ménage. Je vais prendre le cas du collège associatif qui est juste à côté. Ils galèrent énormément à trouver des parents qui vont les servir entre midi et 2 à la cantine. Parce que qui a le temps d'aller entre midi et 2 à la cantine ? Donc ça marche, oui, sur la bonne volonté citoyenne, mais au bout d'un moment, la bonne volonté citoyenne, elle s'amenuise. Je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir. Les déchets.
les composts citoyens que vous avez partout dans la métropole, elles marchent parce qu'il y a 4-5 bénévoles qui sont en train de s'épuiser à retourner des composts un week-end par mois. Ils sont en train de s'épuiser. Je le sais, je le fais sur celui du quartier. Je suis maître composteur dans mon quartier. Sauf que ça commence à me gonfler fortement parce que l'investissement citoyen qu'on fait, il est quand même assez gros pour tenir dans la durée. Moi, je crois fortement à l'investissement de l'autorité publique et de la collectivité. Parce que c'est pour ça qu'on paye des impôts. Parce que la collectivité, elle permet d'avoir des services publics de qualité. Donc voilà mon point de vue sur l'investissement citoyen. Après, qu'il y ait des bénévoles qui rentrent dans des centres sociaux, culturels, pour aller pas de souci, c'est très bien et au contraire. Mais par contre, il faut que tout le monde puisse avoir accès à ce genre de service. Et donc là, pour ça, c'est la collectivité qui peut le faire. Moi j'avais deux. Ouais, je continue, pardon, on en est à peine à la moitié, je suis désolé. Allez, j'enchaîne. Alors, dans les recettes, vous voyez que la plus grosse partie, bien sûr, c'est les impôts. Donc là, on est sur Gravel en 2024. La plus grosse partie, et plus de 70% du coup, c'est 7,7 millions d'impôts en 2024 qui ont été levés et qui financent la collectivité de Gravel. On retrouve ensuite, de ce côté, j'ai encore 2 millions de choses à dire, je suis en train de... Enfin, deuxième partie. 1,7 million qui sont les dotations et participations. Donc là-dedans, on va retrouver les dotations que sont les dotations de la CAF et de l'État, ce qu'on appelle la DGF, la dotation générale de fonctionnement. Faut continuer à écrire ou le slide on pourra l'avoir. Le slide, je vais vous l'envoyer, j'enverrai pour que je puisse, pour que vous puissiez l'avoir. La troisième partie, je continue à accélérer, elle est sur les produits de service, vous avez compris, mais après vous voyez qu'on a d'autres petites lignes, 250 000 euros qui vont être par exemple sur les atténuations de charges. Dans les atténuations de charges, vous allez retrouver les IJ, les indemnités journalières que quand vos agents peuvent tomber malades, etc., etc. Les opérations d'ordre, on va notamment trouver les travaux régis. Les travaux régis, c'est ce que vos agents des services techniques vont pouvoir faire, qui vont être de l'investissement et qui vont se retrouver au même titre dans l'investissement tout à l'heure. Donc c'est des dépenses de fonctionnement qui vont se retrouver, des recettes de fonctionnement, parce que je dis pas de bêtises, oui, c'est des recettes de fonctionnement qui vont se retrouver en dépenses d'investissement et des recettes d'investissement qui vont se retrouver en dépenses de fonctionnement. Bref, c'est tout ce qu'on a appelé tout à l'heure les transferts d'ordre. Allez, je continue. Les dotations et participations, on va retrouver la dotation générale de fonctionnement, les différentes dotations de l'État, parce qu'on est à Gravel, on en a 3, la dotation de solidarité urbaine, mais on a un territoire rural, donc on a aussi celle qui est la dotation de solidarité rurale, et une dotation de péréquation, qui est une dotation nationale de péréquation entre l'ensemble des collectivités pour que chacun ne soit pas lésé. Et enfin, les participations de la CAF. Vous retrouvez ici la population, ici les dotations de la CAF depuis 2019, et ici, Dis les couleurs. Pardon, le rouge, vous avez les dotations de la CAF, le bleu qui monte en flèche comme ça, la population de Gravel qui avance, et la ligne plate, les dotations de l'État, qui ne sont indexées sur rien. D'accord ? C'est un calme plat à 400 000 euros depuis bientôt 10 ans. Je vous ferai la dernière slide et parlante là-dessus. Allez, en dépenses, on va retrouver les dépenses de personnel, bien sûr, qui sont le plus importantes pour chacune des collectivités, et les dépenses tout courantes des services, mais également le remboursement des intérêts de la dette et les dépenses exceptionnelles qui concernent que l'exercice. Donc du coup, une dépense exceptionnelle que vous allez payer une fois, enfin voilà, même si ce n'est qu'une fois, vous allez la retrouver ici parce que ce n'est pas une dépense d'investissement. Oui. Oui, pour revenir sur les recettes, il n'y a jamais des subventions Pas en fonctionnement. Mais par exemple l'Europe. Pas en fonctionnement. Dans le cadre des FSE ou des choses comme ça, non Elle pourrait nous financer sur des postes, ouais. On essaye, c'est très rare. On regarde le Fonds social européen, donc le FSE. Non, mais c'est pas que sur des postes, les postes sont liés à des projets social, d'insertion, enfin,
Ça ne va pas forcément être une compétence communale, donc on va le retrouver plutôt sur le département ou sur les régions, les FSE. Peu sur les communes. Nous, on a fait une demande de subvention FSE, par exemple, sur le territoire zéro chômeur de longue durée, sur le financement d'un poste. Bon, là, il a été refusé. Je le dis très nettement. On n'est pas une assez grosse institution et on ne demande pas assez pour que l'Europe s'intéresse à un poste. Il va falloir que tu finances un service, que ce soit au minimum un truc à 150 ou 200 000 euros pour qu'ils commencent à y mettre des sous. Ils ne vont pas financer 30 000 euros. Et le temps de paiement du FSE, c'est horrible. Camarade, juste au niveau des questions, je pense qu'on va arrêter d'en prendre pour que tu puisses avancer au maximum. Et tu veux essayer de voir si tu vas jusqu'à la fin ou si tu arrêtes avant, on prend déjà partie. Je vais accélérer pour de vrai là. Donc les dépenses de personnel qui représentent plus de la moitié du budget. Encore une fois, on est sur le budget, on n'est pas sur l'exécution, mais sur le budget, on est plutôt à 50%, plus de 50%. Les autres dépenses, les charges à caractère général, on est ici, donc 17%. Donc là, on est sur du 0,12, du 0,11. Les charges financières, je vous ai dit qu'on y retrouvait tous les intérêts, donc c'est ici, 3% de notre budget à Gravel. Les autres charges de gestion courante, vous allez retrouver les subventions aux associations, les subventions au CCAS, les différentes subventions que vous pouvez verser à des organismes. Par exemple, Un Toit pour tous, nous, à Gravel, on a versé une subvention pour construire des logements sociaux, ce qui nous enlève notre pénalité de loi SRU, en bonne partie. Et enfin, vous retrouvez ici le virement à la section d'investissement. On essaye de le maintenir autour des 12%, 10-12%, parce que c'est ce qui nous permet de dégager, de faire notre programme. Donc c'est sur celui-là qu'il faut arriver à dégager voilà, moi j'essaye de fixer au service un montant. Voilà, vous essayez de me transférer 1,7 million à la section d'investissement. C'est l'autofinancement. Donc sur le 0,12 à Gravel, vous voyez, on a un fort accent sur l'enfance et la jeunesse, puisque 51% de nos dépenses de personnel sont en direction de l'enfance et de la jeunesse. Un petit peu de service administratif, bien sûr, 1% sur l'école de musique, ça c'était l'année dernière, donc vu qu'on a municipalisé, on y était. Les services techniques 17% et la police municipale à 7%. Sur le 0,11, donc c'est les dépenses courantes de la collectivité, on est aussi à 41% sur l'enfance-jeunesse. D'accord ? Là, il y a un truc qui va passer, mais c'est pas grave, c'était juste pour vous dire que les principales dépenses d'une collectivité, c'est l'enfance-jeunesse. D'une mairie, pardon, c'est l'enfance-jeunesse. Donc, là, on est sur les recettes d'investissement. Donc, on a changé de section. On passe sur... donc, dans nos recettes, on va retrouver nos 12%, qui représentent aussi 12% du coup de la section d'investissement. L'année dernière, à Gravel, on était à peu près équilibré sur notre budget, vu qu'on avait 10 millions et 10 millions 10 millions en fonctionnement, 10 millions en investissement. Donc, du coup, vous retrouvez à peu près ces 12%. Les différentes subventions qu'on a pu demander aux différentes institutions, donc de l'Europe jusqu'au département, ça représentait à peu près 20% de notre budget d'investissement. L'excédent de fonctionnement capitalisé, c'est ce qu'on a excédé l'année N-1 sur notre fonctionnement, qu'on a retrouvé là. Ok ? Donc l'année N-1, on a fait un résultat, notre résultat, les 700 000 que je vous annonçais tout à l'heure, on le retrouve ici. Et là, c'est les 1,7 million que je vous disais qu'on essaye de dégager de notre, ce qui est prévisionnel. Celui-là est prévisionnel, celui-là est définitif. Et enfin, on retrouve les emprunts et dettes. Donc, emprunts et dettes assimilés, c'est ce que vous avez emprunté en fait. Pourquoi les dettes assimilées ? Parce que vous pouvez emprunter à taux zéro à la CAF, par exemple, sur des projets jeunesse. Là-dessus, vous allez avoir c'est ce qu'on appelle des dettes assimilées. L'emprunt proprement aux banques, il est également dans cette section. Hop. Et du coup, vous retrouvez les emprunts et dettes assimilés ici, puisque ça, c'est le remboursement de vos emprunts. Donc là, on est dans les dépenses d'investissement, donc vous allez rembourser vos dépenses par de l'emprunt également. Donc les restes à réaliser de l'année précédente, on en a parlé tout à l'heure, voilà, c'était 5%, des opérations de patrimoine, hop. Les subventions d'équipement versées, donc là, c'est plutôt là qu'en fonctionnement, je crois qu'on retrouve nos subventions à Un Toit pour tous. Et enfin, là, le petit souci qu'on a avec, c'est ce solde d'exécution de la section d'investissement reporté, c'est-à-dire qu'on est en déficit sur la section d'investissement
depuis plusieurs années. Donc du coup, il faut que je reporte chaque année ce déficit d'investissement sur notre budget de l'année. D'accord ? Et enfin, nos immobilisations, les 3 immobilisations, qu'elles soient incorporelles, corporelles ou en cours. Les en cours, ça veut dire qu'elles ont déjà commencé. Les immobilisations corporelles, c'est ce que vous allez construire dans l'année, ce que vous avez fabriqué. Et les incorporelles, c'est des frais d'études, etc., etc. Donc ça, ces 3-là, c'est vos investissements de l'année. Le reste, c'est vos investissements passés. Ok ? Un petit zoom sur les ratios, mais je vais passer extrêmement vite. Le ratio à surveiller, qu'on appelle le CAPDES, c'est la capacité de désendettement qui montre la sérénité d'une commune, la solvabilité d'une commune, en gros. Est-ce qu'elle va bien ou est-ce qu'elle va pas bien ? Il faut qu'elle n'excède pas les 10-12 ans. 12 ans, c'est bien. C'est le plafond de 15, c'est tolérable. Au-delà de 15, ça commence à être un peu compliqué pour aller voir une banque ou pour aller défendre ça auprès de la préfecture qui, vous savez, on a une petite épée de Damoclès qui s'appelle la mise sous tutelle. Si vous gérez pas bien votre commune, le préfet peut reprendre la gestion de cette commune. Pareil pour le parti de gauche. Pareil pour le parti de gauche. Si vous gérez pas bien, le national qui est Antoine va reprendre la gestion du parti de gauche. Il paye plus les salaires. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire, il va plus payer le local. Donc, toujours dans les petits trucs à connaître, c'est les différents termes. L'épargne de gestion, c'est vos recettes réelles moins vos dépenses réelles. Donc ça, c'est facile. Dépenses, recettes, moins plus, vous avez votre épargne de gestion. L'épargne brute, c'est votre épargne de gestion, moins les intérêts de la dette, moins les dépenses exceptionnelles et plus les recettes exceptionnelles. Donc une fois que vous avez calculé ça, vous avez votre épargne. Une fois que vous avez ça, vous avez votre épargne brute. Et enfin, votre épargne nette. C'est celle-là que tout le monde va regarder. Que ça soit le préfet ou les banques. Ils vont aller chercher celle-là. Et là, vous avez votre épargne brute et votre remboursement du capital d'emprunt. Et là, je vous avoue que ça fait mal. Celle-là, elle n'est pas facile pour nous ces dernières années. Parce qu'on a un capital d'emprunt assez important. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les ratios qu'il faut surveiller dans vos collectivités si vous n'êtes pas majoritaire. L'épargne nette, toujours à essayer de titiller l'adjoint aux finances ou le maire sur le fait que elle est négative, machin. Alors que quand vous êtes à la chambre, vous savez très bien qu'elle est négative et que ça me fait un peu chier, mais dans ce cas-là, moi je l'ai eu 3 ans positif. D'autres, moins. Bon, l'État multiplie les transferts de compétences, j'essaie d'accélérer au maximum vers les collectivités territoriales, mais dans le même temps, ils réduisent leur capacité financière. Donc vous en êtes bien d'accord, c'est ce qui a traduit, puisque du coup c'est la campagne nationale du parti de gauche, tout ça, qui est dans l'intérêt général de ce trimestre, sur le hold-up sur les collectivités. Ça réduit bien sûr. Donc ça donne du coup la perte d'autonomie financière des collectivités et une remise en cause du principe de la libre administration des communes. Comme je vous ai dit, les communes, on a une libre administration. Pourquoi ? Parce que notre budget il n'est pas fléché comme l'est le budget du département. Nous, on fait ce qu'on veut de notre budget dans les communes. Oui, parce que tout à l'heure tu parlais des recettes là. Donc la taxe d'habitation a été supprimée pour les communes. Ouais. Donc ils ont transféré une partie de la taxe foncière du département vers les communes. Et du coup, le département ne peut plus lever, peut plus changer ses taux départementaux. Nous pouvons changer nos taux de taxe foncière. Voilà. Et ils ont compensé par une fraction de TVA. Par une fraction de TVA. Et donc maintenant, les départements sont soumis à la consommation. La consommation. Donc là, il y a eu une baisse de croissance 2023-2024. Ils ont eu moins de TVA et c'est pour ça qu'ils se retrouvent les départements à la mer. Il y en a 30-35 départements qui sont à la fin de l'année, fin 2024. Et fin 2025, 85 départements sur 100. C'est l'association des départements de France qui l'a déclaré. Donc ils vont tous être presque dans le rouge et pratiquement sous tutelle. Donc, depuis les années 2010, mais surtout depuis l'arrivée de François Hollande. Encore lui. La DGF, donc la dotation générale de fonctionnement des collectivités, des communes, a chuté.
Pour Grabel, elle est passée de 120 € par habitant en 2008 à 47 € en 2024. Je ne sais pas si vous imaginez du coup ce que la dotation, ça s'appelle la dotation générale de fonctionnement. Donc avec ça, normalement, on devrait fonctionner avec 47 € par habitant. Je vous laisse en déduire ce que vous voulez. Une des revendications que nous partageons avec l'AMF, c'est l'Association des maires de France, c'est ce que vous entendez au mois de novembre à la radio, quand il y a le congrès des maires de France, c'est eux qui organisent le congrès de la colère. On n'est pas contents. C'était eux. On demande l'indexation de la DGF sur l'inflation et sur l'évolution de la population. Parce que nous, dans nos communes dynamiques, en termes de population, sur la métropole de Montpellier, eh ben, ça fait un ratio qui ressemble à peu près à ça. Depuis 2011, vous avez en rouge la courbe de la DGF et en vert la courbe de la population. Donc, si vous faites le ratio, on a eu un croisement aux alentours de 2016-2017 où on a eu un coup de ciseau, quoi. On a une baisse énorme. Et on a perdu 500 000 €. Je ne sais pas si c'est dans ton graphique. Non, on a perdu entre 500 000 €. Depuis 2012, 500 000 € au total sur la dotation globale de fonctionnement. C'est ça. Malgré l'augmentation de la population. Tu vas faire 27 € par C'est ça. Ah ben non, mais en fait, si, on est toujours là, on est à 47 €. Mais en fait, si on était à population croissante, en gros, on perd 500 000 €. Et je crois que j'ai terminé parce qu'on m'a demandé de ne pas aller plus loin. Voilà.